Bonjour, je suis Claire Delongeau, je suis la directrice de Muséum Connexion. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième meet-up. Avec ces rendez-vous mensuels, on a un double objectif. Le premier, c'est le partage d'expériences et le deuxième, c'est de vous permettre de vous rencontrer. C'est pour ça que vous avez deux façons de participer à ces meet-up, l'un en passif pour écouter l'expérience, l'autre en actif pour justement permettre les échanges. Je profite de ce moment qui m'est donné pour vous rappeler que Muséum Connexion 2021 a été décalé, qu'il devrait se tenir en mai, le 18 et 19 mai à Paris, à la porte de Versailles. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire via notre site internet, que ce soit en exposant ou en visiteur. Et puis, je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui Candice Chenu de la Fondation Louis Vuitton et Anne Rognan d'Océanopolis d'avoir accepté d'intervenir. Un grand merci à toutes les deux. Je vous souhaite un très bon meet-up et je laisse la parole à Antoine Roland qui va animer vos débats. Bon meet-up. Merci beaucoup Claire, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans ce deuxième meet-up sur les médiations numériques. Donc, un meet-up qui verra effectivement les interventions de Candice Chenu et Anne Rognan qui viendront nous évoquer tout un ensemble de dispositifs de médiation à distance qu'elles ont pu développer pour leur institution. Donc, ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots pour présenter déjà leur établissement, voire aussi vous présenter en quelques mots leur dispositif de médiation. Et puis, très vite, on basculera sur les échanges. Ce meet-up, en fait, reprend le même principe que le premier, c'est-à-dire que nous aurons environ une vingtaine de minutes d'échange avec nos différents intervenants sous la forme d'un entretien. Et puis, suite à cela, donc nous bouclerons avec cette première présentation pour ensuite basculer en atelier pour tous ceux et celles qui se sont inscrites en tant qu'acteurs afin d'échanger en petits groupes sur notamment en fait, ces nouvelles formes de médiation numérique. Donc, ces différents échanges pour la première partie seront rediffusés ensuite sur YouTube et via les différents réseaux sociaux de Muséum Connexion, accessibles sur le site internet de celui-ci. Donc, pour commencer, déjà, quelques mots sur des lieux peut-être que vous connaissez déjà, notamment la Fondation Louis Vuitton, qui initialement a été créée en 2006, qui a ouvert ses portes en octobre 2014, qui est fortement engagée en fait, dans la création contemporaine et qui développe pour ce faire tout un ensemble d'expositions temporaires de renom, comme les expositions qui ont connu un succès particulièrement éclatant, tel que la collection Chouchkine, autrement l'exposition sur la Courte-Galerie ou Art Afrique. Autre mission en fait, qui est assignée à la Fondation, c'est de pouvoir gérer tout un ensemble de commandes d'artistes, notamment avec le programme Open Space, créé en 2018. C'est aussi de pouvoir présenter les œuvres de ces collections et d'accueillir un ensemble de manifestations pluridisciplinaires en ces murs. La Fondation a accueilli en 2019 plus d'1 million de visiteurs. De l'autre côté, Océanopolis, un autre équipement, plutôt un centre culturel scientifique, qui, lui, a été créé en 1990 et qui a pour objectif de raconter l'histoire naturelle des océans et donc a pour mission une mission de médiation scientifique avec, bien sûr, tout un ensemble d'activités pédagogiques et de créativité liées à ces missions-là. Le principal objectif de cet établissement, c'est de faire connaître et comprendre les différents écosystèmes marins de la planète pour mieux les préserver. C'est un équipement unique en Europe. En fait, 77 aquariums y sont installés, 9000 m² de surface d'exposition, 10 000 animaux. L'équipement y accueille en temps normal, en 2019, 400 000 visiteurs et plus de 35 000 scolaires y sont accueillis aussi. Chose tout à fait notable et importante, notamment dans la suite de ce que nous allons évoquer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux dispositifs principalement, l'un porté par la Fondation Louis Vuitton, un système de micro-visite à distance, et l'autre porté par Océanopolis, donc un format de classe à distance réalisé donc, par les médiateurs de l'établissement. Concernant la Fondation Louis Vuitton, c'est un format qui a été lancé suite au premier confinement et à cette période assez particulière qui était 2020, où l'idée c'était de pouvoir permettre
aux visiteurs qui s'étaient inscrits à l'exposition et qui comptaient y venir physiquement, de leur proposer finalement de visiter à distance l'exposition qu'ils n'avaient pu voir suite aux différentes fermetures, et de pouvoir voir chez soi en petit comité, en convivialité pardon, avec un médiateur, c'est le groupe participants, de pouvoir visiter cette exposition. Donc, exposition en petit comité, très interactive, sur un format assez court de 30-45 minutes qui s'inspire des micro-visites qui existaient jusqu'alors au sein de la Fondation dans les expositions, avec 3 temps, le mercredi, le samedi et le dimanche, qui sont proposés à ces visiteurs pour venir en fait, participer à ces visites. Cette déambulation en fait, est filmée en 360 degrés. 3 formats y sont proposés, donc des découvertes des œuvres emblématiques de Cindy Sherman, la visite thématique autour de clichés féminins, et puis des visites plus ludiques pour les familles, notamment autour des personnages photographiques, donc pour les 8-12 ans. En termes de tarifs, on est donc en tarif plein à 4 € par connexion et 2 € en fait en tarif réduit. L'opérateur qui réalise ça, qui réalise ces visites donc 360 et My City Tour, une start-up marseillaise. De l'autre côté, un autre dispositif un peu différent, celui d'Océanopolis. Donc je vais vous proposer un teaser pour pouvoir découvrir ce dispositif, et après j'en dirai quelques mots avant de pouvoir échanger avec Anne et Candy sur ce sujet. Peut-être pas pour voir si eux vous entendent. Bonjour. On faut attendre. Comment faire pour changer mon nom? Mon nom, c'était marqué autrement. Ça, c'était avant qu'il doit faire. Ce dispositif, en fait, est particulièrement intéressant dans le sens où il a repris finalement un format d'atelier comme il peut y avoir en physique, mais cette fois-ci de façon plus interactive et à distance, où l'idée, en fait, c'est de proposer donc à des classes qui restent finalement dans l'établissement scolaire, de pouvoir participer et réaliser un atelier, donc notamment pour les sensibiliser à la démarche d'investigation, appréhender des enjeux sociétaux, s'initier à la démarche scientifique et aussi se former à la citoyenneté. Donc ces ateliers sont intégrés en fait finalement dans les programmes scolaires. Ils sont basés sur une pédagogie active, avec l'idée de favoriser effectivement la découverte, l'observation, l'investigation. Donc vraiment d'avoir ces temps d'interaction qui permettent pas à pas de pouvoir réaliser un véritable atelier et de reconstituer toutes les conditions propices à ces échanges. Ces ateliers donc, sont réalisés en visioconférence, ils durent à peu près 1 heure. Ils sont animés par un médiateur pour une classe de 30 à 35 élèves, qu'ils soient aussi bien au primaire, au collège ou au lycée. Un dossier enseignant en fait, est remis aussi, un cahier d'expérience aux classes participantes, donc ce qui permet réellement en fait, de créer aussi cette interaction entre physique et numérique. 8 thématiques aujourd'hui sont proposées du CP à la terminale. La plateforme qui héberge ce type de dispositif est Big Blue Button, une plateforme de visioconférence, et on est sur un tarif de 160 à 70 € par classe, Anne nous le confirmera, avec 1 heure de préparation et 1 heure d'intervention. Donc voilà en fait pour vous présenter en quelques mots ces dispositifs. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'accueillir en fait nos 2 intervenantes, donc Anne et Candice. Donc Candice Chenu, qui est responsable des projets numériques, de la médiation culturelle et de la privatisation à la Fondation Louis Vuitton, et Anne Rognon, qui est conservatrice et médiation scientifique, et en charge de la médiation scientifique et culturelle, qui a notamment beaucoup œuvré pour développer ce projet de e-class. Donc l'idée, en fait, avec elle, c'est de leur poser quelques questions pour affiner un petit peu plus cette présentation très rapide, et puis de pouvoir comme ça échanger et nourrir aussi votre curiosité.
Donc déjà, peut-être une première question, Candice et Anne. On va peut-être commencer par Candice. En quelques mots, pouvez-vous, l'une et l'autre, nous évoquer la naissance des micro-visites live et des e-classes dans vos établissements? Comment a germé cette idée? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravie de venir parler de ce projet parce que c'est un projet qui nous a tenu à cœur et qui est par essence collectif et collaboratif au sein de la Fondation. Je dis juste une petite précision d'entrée, Antoine, par rapport à ton introduction. Ces visites, on les a proposées tous les jours et pas seulement mercredi, samedi et dimanche. Donc, c'était vraiment du lundi au dimanche et on avait au moins 2 créneaux par jour. Et le partenaire technique s'appelait MyTourLive. C'est une start-up marseillaise et on est très content de la collaboration qu'on a eue avec eux. Donc, comme ça, je peux le dire d'entrée. Et sur la genèse, on a été, si vous voulez, on a un partenaire de longue date qui est l'agence Réciproque sur nos projets numériques et qui travaille à un projet de recherche justement avec MyTourLive. Et c'est eux qui nous ont introduits, si vous voulez, à MyTourLive. Et en creusant un petit peu le dispositif qui était éventuellement proposé avec cette start-up, on s'est rendu compte que nous, ça pouvait correspondre à nos contraintes, qu'on pouvait rapidement mettre un projet en place parce que oui, c'est un projet qui a été initié dans le contexte de la crise sanitaire. Mais surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'était de le mener en tant que pilote. C'est-à-dire qu'on voulait un projet de long terme. Oui, c'était dans un contexte particulier, mais on pense que plus largement, les dispositifs qu'on propose aujourd'hui peuvent servir plus tard pour les publics empêchés ou éloignés géographiquement, ou tout simplement aussi pour des classes ou des publics à l'étranger. Puisque même lorsqu'on sera sorti de la crise, je ne suis pas certaine que tout de suite, en tout cas, les gens reprendront les voyages. Donc, on était vraiment dans cette logique de faire un pilote pour la suite. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette technologie, parce qu'elle permet notamment, donc nous, je ne sais pas si c'était forcément très, très clair, hein, mais c'est mon rôle de le clarifier. On a fait une captation, si vous voulez, de l'exposition en 360 pour après, justement, permettre à des médiateurs, qui sont les médiateurs traditionnels de la Fondation, et c'était important pour nous de les embarquer dans ce projet, pour leur permettre de commenter en direct les œuvres et d'accompagner un petit groupe de visiteurs. Donc, c'était vraiment une visite que, comme l'Antoine l'a dit, hein, on la voulait au plus près de ce qui se fait dans la Fondation et on voulait que ça puisse retranscrire la convivialité de nos micro-visites sur place. Et c'était une technologie de vidéo 360 et non pas de photo 360 et du coup, c'était moins froid, c'était plus vivant. Le médiateur pouvait imposer, on va dire, le rythme de sa visite. Et en même temps, comme c'était une captation qui était faite en amont, il était complètement disponible après pour la partie échange avec les visiteurs, que ce soit à l'oral, via des questions, ou via un chat écrit. Donc nous, c'était, si vous voulez, un compromis qui nous semblait intéressant par rapport à la veille qu'on faisait depuis quelque temps sur ces visites à distance. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'embarquer dans ce projet. Après, quand je dis collectif, forcément, un projet comme ça qui s'est monté pour nous très vite, si vous voulez, puisque à partir du moment où on a commencé à tester la plateforme, 15 jours après, on a eu la chance d'être soutenu, on va dire, par notre direction et notre hiérarchie. C'était un contexte où on était très triste de fermer effectivement notre exposition, qui malheureusement a été montrée seulement un mois aux visiteurs. Et si vous voulez, ce projet a été monté tout simplement pour pouvoir transmettre notre exposition, faire de la médiation autour de cette exposition. Et on a voulu le faire très vite. Donc, 15 jours après, on est parti avec une équipe de médiateurs très motivés. Donc, c'était vraiment sur la base aussi du volontariat. On a pris les 6 premières médiatrices qui se sont manifestées d'ailleurs très vite. Et on a monté ce projet de façon complètement collaborative. Alors, au sein au départ de la direction des publics, puisque assez vite, que ce soit mes collègues, je ne sais pas s'ils sont là, mais normalement, ils devaient participer aussi à la réunion, donc je tiens aussi à les remercier, que ce soit Clélia, la responsable de la médiation culturelle et des médiateurs, et également Romain, qui lui est arrivé récemment à la Fondation et s'occupe de tout ce qui est vente, fidélisation. Et très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance tous ensemble dans ce projet. Donc, on a été soutenus par le directeur des publics et notre directrice assez vite. Et j'ai aussi Cécilia, que je salue dans mon équipe, qui, elle, a même assisté à presque toutes les micro-visites, parce que pour nous, c'était important, si vous voulez, d'avoir un retour d'expérience sur ce pilote et que ça se passe dans de bonnes conditions pour tout le monde.
Donc, on est sur un projet, effectivement, comme je le dis, qui était collaboratif, qui nous a permis, nous, de nous mobiliser pour faire vivre cette exposition. On a eu la chance aussi d'être relayés après en interne par la communication, mais également par notre DSI. Donc, c'est un projet qui nous a occupés, on va dire, collectivement. Et c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, pris plaisir à le faire. Et les médiatrices prennent plaisir à commenter, effectivement, cette exposition au sein de nos visites. Merci Courdis pour nos visiteurs. Cette première intervention. Donc effectivement, on le voit, une idée qui a germé avec la crise sanitaire, mais qui a été vraiment réalisée sous une forme expérimentale avec un prototype, avec aussi l'implication de toutes les équipes et les bonnes volontés. Ce qui est quelque chose en fait qui a été assez similaire finalement avec Océanopolis. Donc Anne, est-ce que vous voulez nous partager là aussi les conditions finalement de création de votre projet, qui est tout à fait aussi riche effectivement que l'Infovisite. Bonjour à tous, je suis ravie également d'être parmi vous ce matin, ravie de partager notre expérience sur ce nouveau dispositif de médiation. Comme le disait Candice, c'est aussi un projet collaboratif. Évidemment, toutes les équipes nous ont aidés à le mettre en place. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, nous sommes un centre de culture scientifique et technique qui est dédié à l'océan. Et pour moi, pendant le premier confinement, il était impossible de ne pas parler de culture scientifique. Je pense qu'elle n'a jamais eu autant sa place aujourd'hui dans notre société. Vous voyez, on redonne la parole aux scientifiques. C'est notre rôle à Océanopolis depuis 30 ans. Donc, il fallait que finalement, dans nos missions d'éducation, de sensibilisation, de conservation, qu'on soit toujours présent d'une manière ou d'une autre. Donc, finalement, nous avons essayé de nous réinventer en proposant de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Et nous avons choisi comme public, dans un premier temps, les élèves, parce que nous accueillons de nombreux scolaires et nous essayons évidemment toujours de finalement les préparer, comme le disait Antoine, en tant que futurs citoyens qui comprennent bien l'océan et ses enjeux, le monde qui les entoure, pour finalement, pourquoi pas, appréhender quelques défis sociétaux et des défis sociétaux sur le thème de l'océan en ce moment, il y en a à relever. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les e-classes d'Océanopolis. Donc, les e-classes d'Océanopolis, comme Antoine l'a bien expliqué, il y a un médiateur scientifique dans une de nos 5 salles pédagogiques. On a une salle de travaux pratiques. La classe est dans son établissement scolaire avec l'enseignant. Et nous proposons donc différentes thématiques du cycle 2, donc du CP jusqu'à la terminale. L'objectif, alors quand on a imaginé, nous l'avons imaginé chez nous, et quand nous sommes revenus, nous nous sommes dit qu'il allait y avoir quelques problèmes techniques, donc ce n'est pas si simple que ça. Il a fallu trouver la bonne plateforme acceptable par l'éducation nationale. Nous n'avons pas réadapté nos ateliers pédagogiques existants, nous en avions 35. Nous avons recréé de nouveaux ateliers pédagogiques interactifs et innovants. Et le challenge, il était finalement de pouvoir reproduire des interactions dans la classe en engageant les élèves dans une démarche scientifique, en favorisant l'expérimentation, l'expérience, l'observation, mais aussi les interactions avec le médiateur scientifique. Et tout ça en adéquation avec les programmes scolaires. Donc, dans la genèse, on a réalisé un atelier, je pense, fin juin. Premier test la dernière semaine d'école dans des classes. Je m'y suis rendue pour vraiment vérifier qu'il y avait de très belles interactions dans la classe, car le médiateur scientifique, finalement, il est seul dans sa salle pédagogique avec un écran interactif. Il voit les élèves, il les entend, il répond à leurs questions, etc. Mais dans la classe, je voulais vraiment voir si ce n'était pas trop vertical. Nous faisons tous des réunions à distance, assez verticales quand même souvent. Et je voulais qu'il y ait un peu plus, que vraiment qu'on recrée ces interactions qui sont si importantes dans la médiation, quelle qu'elle soit. Donc voilà, donc on a essayé de mettre tout cela en place, évidemment en collaboration aussi avec l'Académie de Rennes. À un moment donné, ils sont venus, ils ont assisté à ces e-classes pour les valider. Parce que chaque vraiment action pédagogique est réellement en adéquation avec les programmes scolaires, voilà, mais aussi avec des programmes scientifiques que nous menons. Donc, on a mis tout ceci en place réellement
On a continué à les concevoir pendant l'été. À la rentrée scolaire, on a eu la chance d'accueillir du monde cet été. À la rentrée scolaire, eh bien, les médiateurs scientifiques qui n'étaient pas à l'origine du projet ont dû s'approprier finalement surtout la technologie, la technique, car elle ne fut pas si simple que ça. On a eu quelques freins quand même, je ne vous cache pas. Il y a certains logiciels qui ne sont pas autorisés dans l'éducation nationale. Donc, par exemple, le logiciel que nous utilisons aujourd'hui, ce matin. Donc, au départ, on n'avait pas prévu de faire ces e-classes sur la plateforme Big Blue Button. Nous avions choisi 2 autres plateformes. Donc, nous avons été obligés de nous réadapter. Et ensuite, il y a eu l'appropriation par les médiateurs scientifiques de cette technologie qui n'est pas si simple, car il faut à la fois apporter des connaissances, gérer finalement les questionnements des élèves, répondre, être dans la démarche scientifique, montrer des animaux sous loupe binoculaire, régler son microscope, une petite tablette pour filmer une expérimentation. Donc voilà, bon, ça se fait, mais il faut un petit peu de temps de formation, il ne faut pas le sous-estimer. Et ce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est le temps de formation en amont de ces e-classes avec l'enseignant, car je suis certaine qu'évidemment, il y a une montée en puissance dans le numérique pour tout le monde, mais voilà, parfois, nous sommes confrontés à des pare-feux, à des problèmes sonores, des problèmes d'ordinateur, etc. Donc, en amont, l'équipe de médiation scientifique prend rendez-vous avec l'enseignant, essaye de régler tous ces petits problèmes techniques qui pourraient surgir pour que le jour J puisse se dérouler très sereinement. Ces e-classes qui durent 1 heure. Voilà, le tarif que nous avons mis en place est de 170 €. J'avais un petit peu cherché s'il existait ces expérimentations déjà avec du vivant, voilà, de la manipulation, de l'expérimentation. Je n'avais pas trouvé grand-chose pour être franc, ni en Europe, ni à l'international. Voilà, de cette manière-là, en recréant ces échanges très précieux entre le médiateur scientifique et les élèves. Donc voilà un petit peu comment ça s'est mis en place et puis depuis le second confinement, eh bien, nous réalisons voilà, des e-classes à peu près tous les jours voilà, pour différents établissements scolaires. Et juste en petite parenthèse, le système que nous avons donc mis en place, nous l'avons également utilisé pour d'autres projets. Nous formons 350 enseignants des premiers et second degrés par an. Et toutes nos formations, nous avons pu les assurer pour l'éducation nationale. Et nous avons également pu, avec ces systèmes-là, ce dispositif, cette manière de faire, créer des school hackathons. Voilà, on a continué à imaginer d'autres dispositifs avec cette technologie. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, on en reparlera un petit peu avec la question sur la pérennisation de ces dispositifs. C'est vrai qu'on le voit, les pistes pour développer ce projet, le faire grandir, sont extrêmement conséquentes. Ce qui est intéressant, effectivement, en vous écoutant, c'est qu'on voit en fait l'aspect itératif qui est essentiel dans ce type de projet expérimental, hein, comme l'évoquait aussi Candice, l'aspect collaboratif où il est important en fait d'avoir l'adhésion en interne et aussi de partenaires, et puis aussi des freins, pour le coup, qu'il ne faut pas négliger, des freins technologiques, et puis réadapter en fait vraiment les conditions physiques finalement de l'animation d'un atelier ou d'une visite. Donc tout ça est effectivement extrêmement important à prendre en compte dans ces différents ingrédients de succès. Donc justement, en parlant de succès ou de résultats, déjà en fait, pouvez-vous nous rappeler assez brièvement, parce que malheureusement le temps file, comment vous avez diffusé ces nouvelles offres de médiation? Et puis aussi, peut-être évoquer quelques chiffres. Quels sont les résultats que vous avez atteints depuis ces quelques mois où vous avez lancé ces deux projets? Candice, donc, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots effectivement déjà sur la diffusion et quelques résultats. Alors, la diffusion a été assez, on va dire, traditionnelle, hein. Tout simplement, en homepage de notre site internet, c'est une offre qu'on a mis en avant, puisqu'on était dans un contexte de fermeture, avec notamment une rubrique qui s'appelait FLV chez vous, et où on rassemblait effectivement tout ce qui était fait au sein de l'établissement pour permettre voilà,
aux visiteurs de chez eux de pouvoir accéder à nos collections ou aux expositions ou à des contenus sur l'architecture. Donc, on était quand même bien mis en avant à ce niveau-là. De la même manière, comme on a dû rembourser des visiteurs qui avaient acheté leur billet pour l'exposition, on a pu contacter effectivement ces visiteurs, on les a intégralement remboursés, mais on les a informés de cette offre. Donc, on avait déjà aussi un public captif, ou en tout cas intéressé, qui était peut-être frustré de ne pas pouvoir venir. Et en parallèle, effectivement, on a fait une diffusion classique aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu un communiqué de presse qui a été fait en amont au moment de la sortie de ces micro-visites. Mais effectivement, on a eu plus des retours, des relais dans la presse qui étaient sur un axe qui n'était pas celui, nous, l'axe d'origine, qui était plus sur l'aspect monétisation. C'est-à-dire c'était un peu dans la tendance du moment, dans des articles sur la monétisation de l'offre culturelle, des contenus culturels par les musées, alors que nous, si vous voulez, c'était un projet au départ qu'on voulait même faire gratuitement. On a finalement mis un tarif, alors c'est 2 € en tarif réduit, 4 € en tarif plein, qui est très réduit en fait, tout simplement pour marquer quand même un engagement, parce que nous, on est sur des visites que l'on veut en petits groupes, qui étaient sur des groupes de 10 personnes. C'était pour éviter le no-show et pour garantir aussi à nos médiateurs, on va dire des personnes impliquées dans la relation, puisque l'expérience de groupe est importante. Donc, on a mis un tarif pour valoriser effectivement le travail fait, mais surtout aussi dans une optique d'engagement, voilà, d'engagement des visiteurs. Donc, la communication n'a pas été très importante, en fait, elle a été assez classique. Et ça a très bien fonctionné parce que très vite, les créneaux ont quasiment été tous pris. C'est pour ça qu'on a mis 2 créneaux par jour. Et il faut savoir aussi qu'on a décidé de prolonger. L'exposition se terminait le 4 janvier. Et finalement, on a poursuivi les micro-visites tout le mois de janvier pour permettre aux personnes qui n'avaient pas pu s'inscrire, effectivement, de pouvoir bénéficier de cette expérience. Et après, en termes de fréquentation, donc on est effectivement à 2 par jour, à plus d'une centaine de visites. On doit être à 120 ou 130. Avec on est environ, effectivement, je pense qu'on a touché largement plus de 1000 personnes, puisqu'à chaque fois, nous, on compte en termes de connexion, mais souvent, on avait des familles derrière ou davantage de personnes. Mais ce n'était pas du tout un enjeu quantitatif pour nous, si vous voulez. On a rempli les créneaux qu'on avait proposés. On ne pouvait pas en faire plus, puisqu'on était quand même dans une phase de pilote, mais pour nous, c'était plutôt un enjeu qualitatif et d'avoir un retour de nos visiteurs en vue d'une pérennisation. Et surtout de permettre effectivement à des personnes de pouvoir voir l'exposition. Et là, on a récolté énormément de verbatim et de retours. Si vous voulez les notes, puisqu'on faisait noter les visites, on sont au final de 4,7 sur 5. Donc, on a eu un très bon taux de satisfaction et avec des commentaires très encourageants de personnes qui nous expliquent que ça leur donne envie de venir sur place. Voilà. Ce n'est pas du tout quelque chose qui remplace une vraie visite, ce n'était pas du tout notre enjeu. C'est plus en mode, si vous voulez, de teaser, de découvert. Et ce qu'on met en avant, et comme l'a dit Anne aussi, c'est vraiment l'échange et l'interaction avec quelqu'un qui vient parler avec un discours scientifique sur une exposition. Et c'est ça qui est précieux, on va dire, dans ce dispositif. Et c'est pour ça qu'on est très content de l'avoir mis en place. Et peu importe même les aléas techniques, si vous voulez, parce qu'il y en a eu, ils sont incompressibles parce qu'on ne sait pas les matériels. Enfin, chacun se connecte de chez lui avec peut-être un très vieux PC ou n'active pas le micro. Enfin, on a eu des aléas techniques, mais du coup, humainement, on a pu rattraper, reproposer des créneaux. Donc, il y a vraiment eu toute une machinerie qui s'est mise en place derrière parce que nous, ce qu'on voulait privilégier, c'était la qualité pour rendre cette exposition accessible. Merci beaucoup, Candice. Donc, ce que je vous propose, on va bientôt basculer en fait en petits groupes pour aussi permettre l'échange effectivement avec chacun et chacune. Peut-être assez brièvement, si vous voulez évoquer comment vous avez diffusé ces e-classes et quels en sont les résultats. Et puis après, je vous proposerai de faire une rapide conclusion afin de basculer dans les différents groupes. Alors, pour la diffusion, bien comme notre cible, c'était évidemment les élèves, nous avons, lors de nos formations avec les enseignants, nous avons communiqué sur ces nouveaux dispositifs de médiation. L'Académie de Rennes, les DAZEN nous ont aussi beaucoup aidés. Et ensuite, nous avons fait une conférence de presse qui a plutôt bien fonctionné. Donc, avec le service communication,
Nous avons beaucoup œuvré pour aussi faire connaître ces e-classes. Nous avons eu de nombreux médias, une belle communication sur les réseaux sociaux. On a fait un petit teaser assez rapidement. Bon, maintenant, on est en train de créer un deuxième parce que celui, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, je ne l'ai pas vu tout à l'heure quand Antoine a passé. Bon, c'était un teaser que nous avions fait première semaine de juillet, donc du coup, c'est un petit peu évolué. Et puis, donc, beaucoup de communication réseaux sociaux qui ont été repris. Je vois aussi que mes collègues de certains centres de culture scientifique et technique m'ont beaucoup interrogé pour nous demander aussi comment on avait pu mettre en place ces dispositifs. Et là, cette semaine, on va faire partir un mailing pour les établissements scolaires. Nous avons accueilli à ce jour, j'ai regardé hier, nous avons réalisé 67 e-classes à ce jour. Voilà. Merci beaucoup. Donc, des dispositifs effectivement passionnants qui sont construits aussi dans la durée. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on avait parlé en préparation de vos différentes interventions, c'est que vous avez aussi la volonté de proposer, lorsque vos différents lieux réouvriront, de poursuivre en fait ces micro-visites ou ces e-classes qui peuvent en fait finalement être et éventuellement qui peuvent venir en substitution pour des publics qui sont les plus lointains, notamment à l'international ou donc s'éloigner géographiquement, mais aussi en complément finalement de tout un ensemble de visites. Donc là, il y a encore énormément de choses à inventer. Beaucoup d'institutions culturelles développent aussi ce type d'offres de médiation à distance. Et clairement, en fait, il y a une véritable articulation à réinventer et les prochains mois nous le diront. Donc, ce que je vous propose, c'est pour la partie, on va dire, audience, c'est de nous retrouver pour les prochains meet-up en mars et en avril. Donc, vous avez le programme qui s'affiche sous vos yeux. L'ensemble de ces échanges seront restitués en fait sur YouTube via un replay et diffusés sur les réseaux sociaux de Muséum Connexion. Et je vous propose donc, pour la partie, pour toutes les personnes qui se sont inscrites en tant qu'acteurs, de commencer à échanger en petits groupes